Merci Robert d'avoir accepté notre invitation et je te donne la parole. Merci Benoît pour l'organisation. Et voilà, merci à tous d'être si nombreux. Alors, je préviens quand même que mon but ici n'est pas de vous dire ce que vous devez faire dans vos ruches, mais c'est vous dire ce que moi je fais dans mes ruches. Et puis, si vous voulez faire comme moi, vous pouvez bien. Si vous avez d'autres idées, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez chez vous, quoi. Alors, deuxième chose, ce petit exposé, plutôt destiné à des jeunes apiculteurs qui sont à l'école, qui veulent un petit peu découvrir le travail d'un apiculteur. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'apiculteurs chevronnés qui étaient inscrits ici autour. Il n'y a pas de souci, vous pouvez être là, mais vous n'apprendrez peut-être pas énormément aujourd'hui. Enfin, voilà. Je démarre. Si, là, voilà. Alors, ce que nous allons faire dans l'exposé ici, je vais passer tous les mois en revue. Et pour chaque mois, on va un petit peu voir ce qui fleurit, ce qu'il y a dans la nature. On va voir ce qui se passe au niveau de la ruche et on va voir ce que l'apiculteur peut faire à cette période-là. Je vais commencer par février. Pourquoi? Parce que février, c'est la semaine prochaine. Alors, j'espère qu'en février, on verra déjà les premières fleurs. Ce sera principalement des crocus. Les crocus n'apportent pas de miel, bien entendu, c'est beaucoup trop tôt dans la saison, mais ça apporte du pollen. Et donc, on verra peut-être les premières abeilles qui sortiront dès que le soleil le permettra. Alors, attendez voir, un petit souci ici. Je ne parviens pas à voir la vidéo suivante. Ah, voilà. Dans la ruche, en février, il y a environ 10 000 abeilles. Bon, c'est environ, hein. C'est peut-être 5 000, c'est peut-être 12 000, mais enfin bon. L'ordre de grandeur, c'est 10 000 abeilles. Ça représente à peu près 1 kilo d'abeilles. Et en général, il fait encore bien froid et les abeilles sont en grappe dans la ruche. Mais la reine commence tout doucement à répondre au milieu de la grappe, là où il fait le plus chaud. Et les abeilles ont besoin des réserves de miel que les abeilles ont faites les mois précédents pour pouvoir nourrir la colonie, mais aussi les jeunes larves qui sont là dans la ruche. Et si les abeilles ont l'occasion, elles font un vol de propreté. Alors, pour les jeunes apiculteurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un vol de propreté, sachez que les abeilles sont des filles très propres. Elles ne font pas leurs besoins dans la ruche. Et quand il ne fait pas beau, on se retient. On attend qu'il fasse beau pour faire ses besoins à l'extérieur. Parfois, l'hiver dure 2-3 mois. Eh bien, pendant 2-3 mois, les abeilles se retiennent. Elles ont une ampoule rectale qui contient tous leurs déchets. Et dès qu'elles ont l'occasion, elles sortent et hop, elles peuvent se soulager. Petite anecdote, c'est souvent les premiers beaux jours de printemps qu'elles ont l'occasion de se soulager. Mais les premiers beaux jours de printemps, c'est souvent aussi les premiers jours où les femmes qui ont nettoyé leur linge tout l'hiver à la cave sont toutes contentes de pouvoir mettre leur linge à l'extérieur au premier soleil. Et s'il y a un rucher à proximité, ben vous risquez d'avoir des déjections de vos abeilles sur le linge de vos voisines. Donc, messieurs et madame les apiculteurs et les apicultrices, si vous avez des voisines, eh bien, prévenez-les que les premiers beaux jours, il ne faut pas mettre son linge dehors, il faut attendre qu'il y ait eu quelques beaux jours pour pouvoir sortir son linge, sinon on va avoir des problèmes avec cela. Sinon, dans la ruche, au mois de février, bien les abeilles, elles meurent de plus en plus parce qu'elles deviennent âgées. Ce sont souvent des abeilles qui ont été pondues en fin d'année précédente, qui tout doucement disparaissent, et les nouvelles remplacent les anciennes. Si les abeilles d'hiver, l'année passée, ont été fort usées par des maladies ou par trop de travail, elles risquent d'avoir une durée de vie très courte et ne pas pouvoir faire la jonction avec les jeunes qui démarrent. C'est pour ça que parfois on perd des ruches en plein hiver parce que nos abeilles ont une vie trop courte et n'ont pas eu l'occasion de vivre suffisamment longtemps pour que les jeunes puissent naître. C'est une possibilité de perte de ruches en hiver. Que fait l'apiculteur? Il faut préparer son matériel. Nous sommes tous confinés chez nous, nous avons du temps libre, de grâce, profitez-en pour mettre tout votre matériel en état. Comme ça,
quand le beau temps sera là, ben vous serez prêt, vous ne devrez pas courir dans tous les magasins apicoles, chercher votre tire gaufrée, nettoyer vos cadres. C'est maintenant qu'il faut le faire. Sinon, on passe devant ces ruches, on vérifie si, une fois par mois, hein, on vérifie si les trous de vol ne sont pas obstrués par des abeilles mortes. Et si les ruches sont trop légères, eh bien, il ne faut pas hésiter à les nourrir au candy. Qu'est-ce que c'est du candy? Du candy, c'est une pâte sucrée que l'on donne à ces abeilles à cette saison-ci, au cas où elles n'auraient plus assez de nourriture. Voici, je ne sais pas si on voit ce qu'elle présente ici, mais voici ce que j'utilise personnellement comme candy. C'est une pâte sucrée qui est présentée dans une barquette rigide, très facile à mettre en œuvre, au-dessus de la ruche, au-dessus du trou du nourrisseur. Donc, c'est intéressant à faire pour le moment. On peut aussi, au mois de février, nettoyer le plancher de ces ruches. Comment est-ce que je fais? L'idéal, c'est d'être à deux. Il y en a un qui lève la ruche, l'autre qui change le plancher, et puis on repose la ruche dessus. Mais quand on est seul, eh bien, on peut préparer un plancher propre à côté de la ruche. Ensuite, on détache la réglette d'entrée, on détache le corps de ruche du plancher, et hop, on transfère la ruche d'un plancher à l'autre. Vous avez ici donc le plancher propre, là le plancher sale, et vous voyez ainsi les déchets qui sont tombés sur la ruche durant toute l'année. Celle-ci est très peu sale, le plancher est vraiment très propre. Vous voyez ici, donc, voilà, je retire le plancher sale. Et en examinant les déchets, on peut voir ce qui s'est passé dans la colonie les mois précédents. Voici ici un plancher en bois qui était beaucoup plus de déchets là-bas. On voit très bien tous les déchets d'opercules que les abeilles ont laissé tomber. Toutes les abeilles qui naissent retirent l'opercule qui bouchait leurs cellules. Et c'est ça qui tombe dans le fond de la ruche. On voit pas mal d'abeilles mortes, c'est normal, il y a beaucoup d'abeilles qui meurent, beaucoup d'abeilles qui naissent. Et cette colonie-là avait un problème probablement de trop de circulation d'air, parce qu'on voit beaucoup de propolis sur la gauche de l'écran ici. Et donc, elle commençait à boucher l'arrivée d'air pour éviter d'avoir trop d'air dans la ruche. Ça m'est déjà arrivé de voir une reine morte dans le fond de ma ruche. Je savais ainsi que la colonie était orpheline. On passe en mars. En mars, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde devrait connaître ça. Ce sont les saules qui fleurissent, ici, les saules marceaux, un des tout premières fleurs qui apparaît. Le saule donne beaucoup de pollen, mais peut aussi donner du miel. Il y a des apiculteurs qui ont parfois une toute petite mielée de saule déjà fin mars, début avril. Ça arrive. Donc en mars, la population commence à grandir. La reine continue à pondre. Donc la population passe d'environ de 10 000 à 15 000 abeilles. Les abeilles commencent à sortir. Parfois, il y a un petit peu de miel frais qui rentre. Et donc la reine démarre sa ponte. Au mois de mars, le printemps est là. L'apiculteur peut faire sa première visite de printemps, qu'on appelle la visite de printemps d'ailleurs. Ici, on est chez Jean-Paul de Monceau, un apiculteur du côté de Liège, qui visite sa ruche. Et donc, on examine exactement tout ce qui se passe dans la ruche. Est-ce qu'il y a encore assez de provisions? Est-ce que la reine a bien démarré sa ponte? Et on peut déjà voir les colonies qui sont les plus fortes. Et c'est celle-là qu'on choisira pour aller en pollinisation dans les vergers. Dès qu'on a visité une ruche, il faut prendre l'habitude, même si on n'en a qu'une ou deux, de noter ce qu'on a vu. Et moi, je vous conseille d'avoir des fiches. Vous prenez le modèle que vous voulez et vous notez bien ce que vous avez vu. Le nombre de cadres de couverts, si vous avez vu un problème ou l'autre, s'il y a du pollen, s'il y a des provisions assez, et le nombre de cadres occupés par la colonie. C'est très important à noter pour savoir son évolution et voir si la ruche a un problème ou pas. Très important, toute l'année, il faut que les abeilles aient à disposition de l'eau. Donc, il faut un petit cours d'eau qui passe sur le côté ou prévoir un abreuvoir. Il y a différents systèmes d'abreuvoir. Ici, c'est le goutte à goutte.
Mais c'est important qu'il y ait toujours de l'eau autour de ces ruches. Ah, il faut aussi dire que les abeilles, ce n'est pas un jouet. Les abeilles, ça peut être dangereux. Il y a des gens qui sont allergiques aux abeilles et ça peut aller très loin jusqu'à faire un choc anaphylactique. Bon, chez moi, en dehors de la saison Covid, j'ai beaucoup de visiteurs qui viennent dans mes ruches. J'ai aussi beaucoup d'enfants qui viennent visiter mes installations. Donc, je risque d'avoir des gens qui soient piqués, qui puissent faire un choc anaphylactique. Alors, je me prends une précaution en ayant chez moi un épipène. En fait, c'est de l'adrénaline qui peut s'injecter avec la seringue qui est là. La seringue est protégée dans cette gaine-là. On retire si il y a un choc anaphylactique, pas à chaque piqûre. Si vraiment la personne fait un choc, qu'elle tombe dans les pommes, vous retirez la seringue de sa gaine, vous retirez la sécurité, le petit bout bleu là-bas au bout, et vous enfoncez directement dans la cuisse, à travers carrément le pantalon, la seringue. Vous comptez jusqu'à 10 et la personne reçoit une dose d'adrénaline qui fait l'effet contraire du venin d'abeille et qui peut ainsi sauver la personne. Voilà. Donc je vous conseille cela si vous avez des risques d'avoir des gens qui sont piqués chez vous. Au mois d'avril, qu'est-ce qui fleurit? Tous les arbres fruitiers fleurissent. On voit ici une abeille qui quitte la fleur et qui a même un petit peu de pollen déjà au bout de ses pattes. Donc, elle a été récupérée un peu de pollen sur la fleur de pommier. Elle va aller sur une autre fleur, déposer le pollen sur une autre fleur pour la féconder. Donc, le mois d'avril, c'est un mois où il y a plein d'arbres fruitiers en fleurs. Il y a aussi le pissenlit qui démarre. Vous voyez l'abeille qui est pleine de pollen de pissenlit. Ici, c'est du colza. Le colza démarre en général aux environs du 15 avril chez nous. Et la colonie passe de 15 000 à 40 000 abeilles. Vous voyez, c'est vraiment la population doublée. Il faut donc penser à agrandir les colonies. Les arboriculteurs contactent les apiculteurs pour avoir des ruches dans leur verger. Et on peut déjà avoir des risques de semis royales. Des colonies qui pourraient déjà essaimer, ou penser à essaimer, en tout cas au mois d'avril. C'est un peu tôt, mais ça arrive. Ben voilà, j'ai amené des ruches chez un arboriculteur. Le terrain était un petit peu boueux, j'avais un petit peu peur de m'embourber. C'est lui qui a transporté les ruches. Ici, c'est dans des cerisiers. Alors, vous voyez, là, c'est des ruches en bois. J'ai déjà mis une hausse sur mes ruches quand elles vont dans les vergers. Ça permet, lors du transport, d'avoir un volume plus important pour que les abeilles puissent ne pas se sentir trop confinées dans leurs ruches. Et en plus, si jamais il fait très beau et que la miel les donne, eh bien, j'ai une hausse qui est prête pour recevoir le miel. Vous voyez, de nouveau une ruche d'un verger ici. C'est un océan de fleurs. Les abeilles qui sortent n'ont pas loin à aller. Il y a des années où on fait de belles récoltes chez les arboriculteurs. Non seulement ils nous payent pour qu'on mette nos ruches chez eux, mais en plus elles font du miel. C'est pas beau ça. Ici aussi, c'est chez un arboriculteur du côté de Rongy. Là-bas, il me faisait mettre mes ruches entre ces deux rangées d'arbres. Elles étaient très bien mises pour polliniser, pas de problème. Mais pour moi, les visiter, c'était autre chose. Quand il n'y a que deux ruches à visiter, ça va, mais j'en avais une trentaine là-bas. J'étais mort à la fin de l'après-midi. Enfin, ça, voilà. Il faut donc veiller aussi au travail de l'apiculteur et penser à mettre ses ruches là où c'est aisé pour lui. Ici, c'est à Saint-Tron. Là-bas, ils ont des Saint-Tron, il y a des arbres fruitiers tant qu'on veut. C'est énorme. Il y a tellement d'arbres fruitiers en fleurs que c'est magnifique. Ils organisent des balades à vélo pour que les gens puissent se promener et voir tous les arbres fruitiers qui sont en fleurs. Mais pendant la floraison donc, des arbres fruitiers, ils ont aussi fort peur des orages qui peuvent détruire toutes les fleurs. C'est ainsi qu'ils ont mis des filets sur leurs arbres. Le problème, c'est que parfois les abeilles s'emberlificotent dans ces filets et risquent d'être coincées. Mais en général, je n'ai pas eu trop de soucis avec ça. Ici, on commence à voir un arboriculteur qui a oublié de tondre ses pissenlits.
comme les pissenlits sont plus attractifs que les fleurs d'arbres fruitiers, on risque d'avoir du miel de pissenlit et pas du miel de fruitier. Donc, ils vous payent pour que vos ruches aillent polliniser leurs fleurs, et comme ils n'ont pas tondu leur pissenlit, eh bien, tant pis pour eux. Eh bien, en avril, ça arrive d'avoir déjà des essaims. Voilà la photo d'un essaim qu'on peut rencontrer. Alors, l'apiculteur, il n'aime pas trop les essaims. Pourquoi? Parce que c'est les colonies fortes qui font du miel. Si vous avez une colonie qui est saine, vous récupérez même l'essaim, vous avez 2 ruches au lieu d'une, mais vous avez 2 ruches avec trop peu d'abeilles que vous faire du miel. Donc l'apiculteur, il essaye de lutter contre l'essaimage. Mais l'essaimage, il faut savoir que c'est quelque chose de tout à fait naturel pour les abeilles. C'est comme ça qu'elles se multiplient. Voilà. Donc on essaye de lutter un peu contre quelque chose qui est naturel pour les abeilles. Alors comment est-ce que je fais pour lutter contre l'essaimage? Je mets bien que c'est pour essayer de lutter contre l'essaimage parce que je propose que c'est quand même les abeilles qui disposent. Donc, au moment de la floraison des arbres fruitiers, je visite mes ruches. Et je leur fais de la place pour éviter qu'elles ne pensent à vouloir partir. Donc, pour ça, je regarde les colonies qui sont fortes. Celles qui ont trop de provisions, je leur retire un cadre ou 2 de provisions. Celles qui ont plein de couvains, je leur retire un cadre ou 2 de couvains. Je laisse quand même 5 cadres de couvains dans la ruche, minimum. Et les provisions, j'en laisse aussi. Mais tout ce qui est excédentaire, je les prends et je les mets soit dans des ruches qui sont faibles, soit dans des ruchettes que je mets sur le côté. Et donc, je renforce ainsi mes colonies faibles, ou bien je crée des nouvelles colonies, des nouvelles ruchettes. Voilà. Et je complète avec des nouvelles feuilles de cire gaufrée pour compléter mes ruches. Est-ce que ça ne veut pas continuer ici? Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'au mois d'avril, je n'ai pas encore de nouvelles reines. Donc, je ne sais pas mettre dans mes nouvelles ruchettes une reine. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien, je m'arrange pour être sûr que dans les cadres de couvains que je mets dans mes ruchettes, il y ait des petits œufs, des petites larves, pour que les abeilles puissent elles-mêmes faire une nouvelle reine. C'est ce qu'on appelle des reines de sauveté, parce que les abeilles se rendent compte qu'elles n'ont plus de reine, elles vont prendre n'importe quelle larve, peut-être bien une vieille larve, pour faire une nouvelle reine. Ce ne sera peut-être pas le meilleur des reines. Enfin, en attendant, les abeilles sont sauvées, elles ont une nouvelle reine. Ce qu'il y a, c'est que je refais cela plusieurs fois sur l'année, et plus tard dans l'année, j'aurai des cellules royales ou carrément des reines à mettre dedans. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Mais disons qu'au mois d'avril, je laisse les abeilles tirer leur plan elles-mêmes pour faire leur nouvelle reine. Et les nouvelles ruchettes que j'ai faites, je les amène dans un autre rucher, parce que si je les laisse sur place, les butineuses, donc les vieilles abeilles, elles, qui connaissent l'emplacement de l'ancienne ruche, vont retourner là où elles habitaient avant. Et mes ruchettes vont être déforcées, vont être trop faibles. Donc les nouvelles ruchettes que je fais avec des cadres de couvain et des provisions excédentaires, je les mets dans un autre rucher. Et je peux recommencer, 12 jours plus tard, je recommence, je revisite et on continue ainsi. C'est comme ça qu'on peut faire assez rapidement des nouvelles colonies. Ici, c'est pour l'anecdote, j'ai été mettre au mois d'avril avec un autre apiculteur des ruches du côté de Neuchâteau. Là-bas, il y a des pissenlits, c'est incroyable. On avait convenu avec la personne qui nous prêtait le terrain qu'elle nous prévienne quand les champs, quand les prairies étaient toutes jaunes, et il nous prévient, ça y est, vous pouvez venir, le pissenlit est là. On arrive tôt le matin avec nos ruches, pas un pissenlit. Qu'est-ce qu'il nous raconte, les gars-là? Comme on est venu, mais tant pis, on va quand même les déposer. On a déposé nos ruches. Et puis, quelques heures après, quand on a fini, ah, tiens, il y a un pissenlit là. Oh, encore un autre là. J'ai appris ainsi que les pissenlits se fermaient la nuit et s'ouvraient la journée. J'ignorais la chose. Et donc, à 10-11 heures du matin, c'était jaune de pissenlit et les abeilles pouvaient aller travailler. Ah, ici, il y a plein de pissenlits. Hein.
ça, c'est sûr que je vais faire du miel de pissenlit. Ce n'était pas un château, c'était dans un verger où l'arboriculteur n'avait vraiment pas tondu du tout. Donc là-bas, pour lui, c'est une catastrophe. Pour moi, c'était impeccable. Miel de pissenlit. Et vous voyez le pollen qui rentre à la ruche, c'est merveilleux. Toutes les abeilles qui sont sur la planche d'entrée de la ruche, là, etc., avec leur pollen jaune ou blanc. Hein. Il y avait différentes couleurs de pollen. Là. Ici au-dessus, il est blanc, là-bas, il est jaune. C'est magnifique. Alors ici, c'est déjà le moment de récolter du pollen. La photo m'a été prêtée par Céline Gobin, une apicultrice du nord de la France qui est mariée, qui a 3 enfants, qui a 1000 ruches. Et son mari est agriculteur. Vraiment, chapeau cette fille-là, vraiment une championne. Et donc, elle récupère du pollen, déjà tôt durant l'année. Hein. On met les trappes devant ces ruches. Et donc, les abeilles doivent rentrer une petite grille et perdre leur pollen qui tombe dans le fond de la trappe. Et bien, ça, ce n'est pas du pollen blanc, c'est des mycoses. Donc, c'est en fait du couvain plâtré, une sorte de petite maladie dans les abeilles. Et les abeilles enlèvent les larves qui sont un petit peu momifiées et qui les font tomber au fond de la ruche. Et c'est ça qui tombe là-bas en dessous, que l'on voit. Pour lutter contre cette maladie-là, il n'y a pas grand-chose à faire. En général, une bonne mielée et les abeilles passent le cap et c'est terminé. Ouais, quand on visite sa ruche et qu'on voit des cadres fort abîmés, ben, il faut les liquider. Hein. Des cadres comme ça, c'est très probablement une souris qui est venue passer l'hiver dans la ruche et qui est venue chipper des cadres avec le pollen ou quoi qu'il y avait. Voilà. Donc ces cadres-là, on élimine, on en met des nouveaux. Les abeilles demandent à construire, donc n'hésitez pas à mettre des nouvelles feuilles de cire gaufrées dans vos ruches pour aider vos abeilles à construire. Voilà, une chose importante aussi, c'est le transport des ruches. L'idéal, c'est de les porter à 2. C'est beaucoup moins lourd. Et ce genre de pince, c'est très facile à mettre en œuvre autour de la ruche. On se met chacun de chaque côté et hop, il y a un petit ergot qui rentre ici dans l'ouverture, un petit ergot qui se met dans l'ouverture là-bas et on sait ainsi facilement porter sa ruche. Un petit rappel, hein, quand il faut porter une ruche, il vaut mieux la porter comme la personne habillée en vert et pas comme la personne habillée en rouge, sinon vous allez vous casser votre dos. Beaucoup d'apiculteurs ont des problèmes de dos et donc si on peut les éviter, les jeunes apiculteurs, apprenez les bonnes habitudes directement et portez plutôt vos ruches en prenant le poids sur vos jambes. Sinon, il y a aussi des brouettes à ruches. Vous voyez, on peut écarter les 2 poignées de la brouette. On coince la ruche dans le bas avec les petites palettes là, et hop, on peut ainsi déplacer la ruche. C'est intéressant quand la ruche est assez basse. Si la ruche est fort haute, c'est plus difficile à manipuler. Alors sinon, ben voilà, une petite histoire. J'ai pris ma brouette à ruche que vous voyez là sur le côté. Et cette année-là, c'était en 2004, hein, il y a quelques années. On m'avait téléphoné, Robert, on est fin juillet, il y a un champ de chardon-marie qui fleurit à Yves-Gomzé. Les chardons, tu sais bien, c'est mellifère. Si tu veux du miel, tu peux aller mettre tes ruches là-bas, hein, pas de problème. J'avais des ruches disponibles. C'était encore des dadans 12 cases, comme vous pouvez voir. J'en ai pris 10, 4 dans ma voiture, 6 dans ma remorque. Je prends ma brouette et j'ai tout amené là-bas. J'avais même emprunté au carry une balance pour mettre ces ruches sur balance. Et donc, voilà, j'ai mis mes ruches une dizaine de jours, c'est arrivé un petit peu tard. Et j'ai été les rechercher le 12 août, hein, et j'ai été remettre toutes mes ruches tout seul, hein, avec ma brouette sur ma remorque. Et j'ai été voir sur ma balance combien il y avait. Combien est-ce qu'il y avait? Moins 1 kilo. Les abeilles n'avaient rien ramené du tout. Au contraire, elles avaient consommé. Donc, voilà, les agriculteurs, ils ne gagnent pas à tous les coups. Hein, enfin, voilà, j'ai fait une belle expérience. J'avais été transhumé sur chardon-marie. Sinon, il y a d'autres moyens de transporter ces ruches. Regardez, j'ai une camionnette et je peux faire glisser ma ruche sans la porter dans ma brouette.
et puis je vais sur ma palette, et là je la fais reglisser, hop, sur la palette. Donc il y a moyen de transporter sa ruche sans trop d'efforts, en étant un petit peu inventif. Alors, mois d'avril, il y a aussi le colza qui démarre. Nous, c'est une très grosse floraison. Et ça, c'est un champ de colza. Non pas au mois d'avril, mais un champ de colza en hiver. Donc, à cette période-ci de l'année, les apiculteurs doivent se promener dans leur région pour voir s'ils ne voient pas des champs avec ce type de fleurs-là, de feuilles-là, pardon. Cette couleur-là, c'est assez caractéristique. Mais on peut ainsi déjà voir, ah, cette année-ci, il va y avoir des colzas à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. C'est intéressant de repérer les endroits où on aura du colza. Sinon, ben voilà, ça c'est un champ de colza en pleine floraison. En général, c'est de mi-avril à mi-mai. Et vous voyez que le colza est assez haut. Parfois, il va même se recouvrir, à cacher les ruches. On ne voit même plus les ruches, tellement elles sont recouvertes par le colza. Alors, quand la floraison du colza est terminée, n'hésitez pas à ramener vos ruches chez vous. Parce qu'il y a un agriculteur m'a une fois raconté que quand il avait récolté son colza, il avait oublié qu'il y avait des ruches dans son champ de colza. L'apiculteur n'était pas venu la rechercher, donc lui, il a récolté son colza, il a récolté les ruches en même temps. Donc c'était une catastrophe pour les ruches. Donc, voilà. Les ruches ne doivent pas être mises au bord d'un champ. Regardez, ici, il avait mis toutes ses ruches tout près d'un champ de colza. Mais toutes les abeilles, elles passaient sur la route. Les vélos n'osaient plus passer, tellement il y avait d'abeilles qui passaient pour aller butiner les fleurs de colza. Donc, il faut bien réfléchir à l'endroit où on met ces ruches pour ne pas gêner la circulation des piétons qu'il y a là-bas. Ah, le colza, c'est aussi un miel qui a une grosse propriété, qui a beaucoup de saccharose et très peu de fructose. Ça veut dire qu'il cristallise très vite. Il cristallise parfois tellement vite qu'on n'a pas le temps d'extraire le miel qu'il est déjà cristallisé dans les cellules. Et si vous regardez bien ce cadre-là, vous verrez qu'il y a des cellules ici au-dessus qui sont peut-être liquides, mais qui sont au milieu là-bas, qui sont toutes cristallisées. Et donc, c'est un miel très difficile à extraire à ce moment-là. Donc, le miel de colza, il faut le surveiller. On ne laisse pas traîner dans ses hausses. On l'extrait très rapidement avant qu'il ne cristallise. On arrive au mois de mai, le plus beau mois de l'année. La colonie passe de 40 000 à 60 000 abeilles. Il faut vraiment donner à bâtir aux abeilles. Il y a plein d'ouvrières, de cirières qui sont là, qui ne demandent qu'à construire. Il ne faut pas hésiter à mettre des hausses. Les hausses, il faut les préparer maintenant. Et c'est quoi préparer une hausse? Ça veut dire que, idéalement, on met des cadres à bâtir et des cadres bâtis. Si vous mettez des cadres uniquement à bâtir, tout le miel qui rentre va d'abord servir à construire les cires et les abeilles auront moins de place, moins de miel qui rentrera dans la ruche. Tandis que si vous mettez déjà des cadres bâtis, eh bien directement le miel peut rentrer dans toutes les alvéoles qui sont déjà construites. Donc moi personnellement, je me prépare mes hausses. Il y a normalement au milieu 3 cadres à bâtir et de chaque côté, il y a encore 3 cadres déjà bâtis. Il y a 6 cadres bâtis sur les 9 que je mets dans mes hausses. Il faut surveiller les sémages. C'est le meilleur moment pour faire l'élevage de reines parce que c'est le meilleur moment c'est le moment où les abeilles font elles-mêmes leur élevage naturellement dans la ruche. Et le mois de mai, c'est le moment où on peut commencer déjà à récolter. Alors voilà, des apiculteurs qui visitent la colonie pour voir s'il n'y a pas de risque d'essaimage. Regardez comment ils font. On ne met pas son matériel par terre. Les ruches sont d'abord à hauteur pour éviter qu'ils doivent se baisser pour visiter la ruche. On retire le toit de la ruche et on le met sur la ruche d'à côté. Et les hausses, on les met sur le toit, en quinconce pour éviter d'écraser les abeilles. Ainsi, rien n'est par terre et c'est beaucoup plus facile pour mettre tout en place après. Alors,
De l'autre côté, sur la petite ruchette, il y a le carnet de mielerie qui est là, où on notera tout ce qu'on a vu dans la ruche dès qu'on a fini la visite. Alors, c'est quoi pour voir si les abeilles font des risques d'essaimage ou pas? Mais on regarde s'il y a des cellules royales. J'en ai amené une avec moi ici, je ne sais pas si vous la voyez. Et donc, voilà, dans la ruche, il y a des cellules royales. Quand les abeilles veulent faire une nouvelle reine, les larves ne sont pas mises dans des cellules horizontales, mais elles sont mises dans des cellules verticales. Et l'apiculteur, s'il voit des espèces de petits glands ainsi qui pendent dans la ruche, il sait que la colonie veut essaimer. Bon, voici un essaim qui s'est posé sur une branche. Probablement que l'essaim était assez gros et qu'il y a une partie qui est tombée sur l'arbre en bas, parce que vous voyez qu'il y a 2 demi-essaims là. Donc, quand j'ai une solution, un truc pareil, moi, je mets les 2 essaims dans la même ruchette. Hop. Voilà. Alors ici, pour récolter l'essaim, voilà une façon de faire très facile. L'essaim est quasiment au niveau du sol. J'ai place assez pour mettre une ruchette en dessous. Je la mets en dessous de la branche. Je vais taper un bon coup sur la branche pour faire tomber toutes les abeilles dans ma ruchette. Vite compléter avec des cadres à bâtir. On ferme la ruchette et hop, on est parti. Voilà, ici, j'ai secoué les abeilles. Maintenant, je vais fermer la ruchette et la mettre ailleurs. Et alors, toutes les abeilles qui sont là, elles ont toutes leurs pètes en l'air, comme je dis, elles battent leur appel. C'est vraiment un spectacle magnifique. On voit toutes ces abeilles qui savent que leur reine est à l'intérieur, elles battent leur appel pour appeler toutes les abeilles qui sont encore en vol. C'est ici que nous habitons maintenant, venez par ici. Donc, en fait, en mettant leurs pètes en l'air, comme je dis, elles dégagent une glande, qui est la glande de Nasanoff, qui est à l'extrémité de leur abdomen. Et cette glande donne l'odeur de la colonie. Et chaque colonie a une odeur différente. Et donc, c'est ainsi que les abeilles qui sont en plein vol sentent l'odeur de la colonie et elles savent que c'est là qu'elles doivent aller dorénavant. Qu'est-ce qu'on fait au mois de mai? Eh bien, si votre reine est trop âgée dans la ruche, c'est le moment de changer de reine. Si votre colonie est agressive, c'est aussi le moment de changer de reine. Et si, d'après vos fiches, cette ruche-là, elle essaime tous les ans, eh bien, changez de reine aussi. Alors, comment est-ce qu'on change de reine? Eh bien, ça, c'est relativement simple ou compliqué. Pour ça, le plus simple, c'est d'acheter une reine chez un apiculteur. Donc, voici une petite boîte, ici, où on peut mettre une reine avec ses accompagnatrices. Et il y a, dans la partie supérieure, un petit bouchon de candy. Chez moi, j'utilise du marshmallow. Et j'achète ça chez un éleveur. Je vais dans ma ruche où je veux changer la reine. Chez moi, c'est facile, toutes les reines sont marquées. Donc, je la trouve facilement. Je veux la liquider. Liquider, c'est quoi? C'est tuer. Hein? Oui, bon, je tue ma reine, je l'enlève. Et pour bien faire, j'attends une bonne heure ou 2 pour que les abeilles se rendent compte que la reine n'est plus là. Comment est-ce que les abeilles se rendent compte que la reine n'est plus là? C'est parce que l'odeur de la reine, on dit les phéromone royales, ne sont plus là. Les abeilles se rendent compte qu'il y a moins de phéromone royales, notre reine n'est plus là. Est-ce qu'il ne faut pas faire une nouvelle reine? À ce moment-là, hop, je viens avec une nouvelle reine que j'introduis entre 2 cadres. Je n'oublie pas de retirer des petits bouts de plastique qu'il y a au bout qui bouche un petit peu mon petit candy que j'ai mis là-bas au bout. Et donc, le temps que les abeilles mangent le marshmallow qui est ici au bout, ça va prendre quelques heures, peut-être un jour ou 2 même, et elles auront le temps de s'habituer aux phéromones de la nouvelle reine, et ainsi, quand elle pourra sortir, elle sera acceptée beaucoup plus facilement. Si j'ai une colonie qui est bourdonneuse, là, je liquide la colonie. Alors, pourquoi? Une colonie bourdonneuse, ça veut dire que la reine n'a plus assez de sperme pour faire des ouvrières. Elle ne pond plus que des mâles. Ou bien, il n'y a plus de reines et il y a des abeilles qui sont devenues on appelle ça des ouvrières pondeuses, qui ont dit, moi aussi, je suis une femelle, pourquoi est-ce que je ne pondrais pas?
Il y a quelques ouvrières qui commencent à pondre quelques œufs. Souvent, elles pondent plusieurs œufs dans la même cellule. Et ces œufs, de toute façon, ne deviendront que des mâles parce qu'ils n'ont pas été fécondés. Donc, si vous laissez la colonie tirer sur le plan toute seule, eh bien, elle va dépérir, il n'y aura plus d'ouvrières et la colonie va finir par mourir. Donc, c'est idiot, il y a plein d'abeilles encore là, c'est peut-être le moment de les récupérer. Comment est-ce que je fais? Je prends la colonie bourdonneuse, je l'enfume bien pour que les abeilles se gorgent un peu de miel. Je vais à 5 ou 10 mètres de l'emplacement où elle est et je secoue tous les 4, un par un. Toutes les abeilles retournent à leur ancien emplacement, ne trouvent plus de ruche puisqu'elle est partie, et elles vont se faire accepter par les ruches d'à côté. Donc, il y a une ruche à gauche ou à droite, je ne sais pas, et elles vont se faire accepter par les ruches d'à côté. Donc, ainsi, je vais renforcer mes colonies par celle qui a été secouée plus loin. Si la colonie est malade, il faut voir ce que c'est comme maladie, mais là, peut-être qu'il y a toujours chose à faire. Ça, c'est un cours que vous aurez d'être plus tard sur les maladies des abeilles. Donc, voilà mon tube de marquage, enfin, un de mes tubes de marquage de reine. C'est vraiment un truc qu'il faut essayer d'apprendre à faire, c'est marquer ses reines. C'est tellement facile d'intervenir dans ces ruches quand les reines sont marquées. Alors, comment est-ce que je fais? Moi, c'est pas trop difficile. J'attrape mes reines par les ailes, pas par l'abdomen, hein, parce que là, elles sont très très fragiles, je risque de les abîmer. Par les ailes, je les introduis dans un tube, je coince la reine dans le bout du tube par un petit pouce qui est là, et elle est coincée au bout. Et par le grillage qu'elle a au bout, elle ne sait plus bouger. Et je peux, moi, alors, à ce moment-là, prendre une petite pastille numérotée que je colle sur son dos. Je souffle un petit coup dessus, je retourne au-dessus de la ruche, je retire mon piston, je tape un petit coup, la reine tombe dans la ruche, et voilà, hop, ma reine est marquée. C'est vraiment une opération très chouette à faire. On arrive en juin. En juin, magnifique. Le tilleul est en fleurs. C'est pas le seul, hein, mais enfin bon, notamment. Les tilleuls, il y en a qui fleurissent de façon échelonnée. Donc, on peut avoir parfois plus d'un mois de floraison avec des tilleuls. Et c'est des arbres qui ont tellement de fleurs que ça appelle vraiment des colonies entières. On peut nourrir avec un arbre pareil plusieurs colonies. Ça bourdonne en dessous de la ruche, en dessous de l'arbre. C'est vraiment étonnant. Il y a des gens qui croient qu'il y a des essaims dans l'arbre tellement il y a un bourdonnement d'abeilles. Donc en juin, la colonie, elle reste environ stable à 60 000 abeilles à peu près, ou bien elle diminue de moitié évidemment si elle a essaimé. Donc c'est encore le moment de faire des essais artificiels. Comment est-ce que je fais mes essais artificiels? Mais je vous l'ai dit là tantôt. Hein. Je vais avec ma camionnette, je prépare toute une série de ruchettes à côté de ma camionnette sur le sol, là, et derrière, j'ai toutes mes ruches de production. Et je les visite. Ah, celle-là a beaucoup de couvains, je retire un cadre. Celle-là a beaucoup de provisions, je retire un cadre de provisions. Et je remplis ainsi toutes mes ruchettes. Si possible, alors, j'ai mes cellules royales, ou bien j'ai des reines toutes faites, hop, que j'introduis dans chacune de mes ruchettes, et je peux ainsi créer un nouveau rucher complet avec les 10 ou 15 ruchettes qu'il y a là-bas. Ah, ça, c'est pas des abeilles, non. Il y a souvent, surtout dans les ruchers qui sont en plein bois, beaucoup de fourmis qui aiment bien profiter de la chaleur qu'il y a au-dessus de la ruche pour s'installer. Donc, c'est pas vraiment gênant parce qu'elles restent vraiment au-dessus du toit. Elles ne rentrent pas dans la ruche. Il faut vraiment que la colonie soit très faible pour qu'elles rentrent dans la ruche. Et donc, elles restent là au-dessus. Bon, je les liquide quand même, mais enfin, ce n'est pas vraiment gênant. C'est une chose qui arrive assez souvent. Au mois de juin, on continue à travailler dans ces ruches. Et parfois, on fait de l'élevage de rennes. Et à ce moment-là, il faut intervenir dans les ruches dans des jours bien précis. On ne peut pas dire, oh, ferai demain quand il fera meilleur. Non, non. S'il pleut, ce jour-là, il faut intervenir. Eh bien, moi, j'interviens dans ma ruche, même quand il pleut, mais avec mon parasol qui sert de parapluie. Voilà. Je peux travailler ainsi dans mes ruches. Au mois de juin, souvent, c'est la période des fermes ouvertes. J'ai plusieurs fois reçu des groupes de gens. Et donc, les gens, vous voyez, se mettent à l'intérieur de ma miellerie. Il y a une grande vitre et ils peuvent voir par l'extérieur
l'apiculteur qui travaille dans ces ruches. C'est un moment très chouette de pouvoir faire partager sa passion aux autres personnes. En juillet, il y a beaucoup de plantes qui fleurissent encore. Ici, vous avez dans le bas, c'est des épilobes. En Ardennes, il y en a tout plein. Et à droite, en bleu, c'est la vipérine. C'est peut-être pas des miels qu'on fait en quantité industrielle, mais enfin, ça aide quand même. Ici, il y a des chardons. À gauche, des chardons qu'on appelle des cardaires. Ça servait pour carder la laine dans le temps. On appelle ça aussi le cabaret des oiseaux, parce qu'ils ont des grandes feuilles qui permettent de récolter de l'eau dans le petit calice qui est fait par les deux feuilles là-bas en dessous. Les oiseaux peuvent ainsi s'abreuver grâce à cette plante. Et à droite, vous avez du mélilo. Mélilo blanc, mélilo jaune, c'est aussi des plantes intéressantes. En juillet, la reine pond un petit peu moins. La colonie passe de 60 à 50 000 abeilles. Et tout doucement, on termine la récolte. Quand j'étais jeune apiculteur, on disait 21 juillet, fête nationale, la récolte est terminée, vous pouvez tout extraire. Ben, souvent, c'est le cas. Donc voilà, je vous dis qu'une de mes ruches, là, cette hausse-là n'a pas beaucoup de miel. Voilà. L'idéal, c'est d'extraire quand le miel est bien operculé. Ici, il n'est pas du tout operculé. Et chaque fois que vous videz votre ruche, n'oubliez pas, on note. On note ce qu'on a vu. Alors, au mois de juillet, c'est souvent le mois où le CARI choisit de faire des voyages apicoles. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire plein de voyages en Europe avec le CARI. Ici, c'était en Hongrie. On est allé voir le plus gros apiculteur de Hongrie, 7000 ruches, 30 apiculteurs. Il engageait les apiculteurs, il travaillait 6 jours sur 7. Monsieur, vous gagnez 300 € par mois. Si vous n'êtes pas content, vous le dites, il y en a tout plein qui attendent. C'était vraiment une entreprise un peu spéciale. Enfin, soit on a vu un rucher là-bas, dans un bois d'eucalyptus. Il y a plein d'eucalyptus là-bas en Hongrie. Pardon, je me trompe. Ce n'est pas des eucalyptus, c'est des acacias. Il y a plein d'acacias. D'ailleurs, c'est très connu, le miel d'acacia de Hongrie. Et il avait mis 200-300 ruches, je crois, sur un tout petit endroit. Mais toutes ces ruches se remplissaient. Vous voyez qu'il y a plein de hausses, tellement l'acacia donnait là-bas. Donc voilà, ici, petite indication pour l'élevage de rennes, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on prélève des larves de sa meilleure ruche. Vous voyez, j'ai pris un cadre sur le côté là-bas au-dessus, et avec un petit picking, qu'on appelle ça un petit bâtonnet métallique, je prélève une larve que je mets dans des petites cellules que vous voyez là sur les porte-cellules. Et donc, je remplis ainsi toutes les cellules d'une petite larve. Et ensuite, on met ça dans une ruche où il n'y a pas de reine, et les abeilles vont élever toutes ces larves pour en faire des reines. Toutes, enfin, pour certaines. Vous voyez ici, on voit qu'il y a une cellule qui est en formation, là aussi. Par contre, dans le bas ici, ben, elles ont toutes raté. Ça ne marche pas à tous les coups. Alors, au mois de juillet, c'est aussi un moment où, en Wallonie, souvent, on fait une opération INSEM, on appelle ça. C'est-à-dire que pour essayer de garder des races d'abeilles le plus pures possible, il y a des apiculteurs qui proposent aux autres apiculteurs de venir inséminer leurs reines. Alors, comment ça se passe? Ça se passait à Ouellin dans le temps, maintenant c'est à Rochefort, on fait ça. Et là-bas, il y a quelques apiculteurs qui amènent des ruches à mâles. Donc, il y a des ruches où il y a beaucoup de mâles dedans, des mâles de la race que l'on veut, évidemment, privilégier. Et les apiculteurs amènent leurs mini-plus, c'est toutes des petites ruches qu'on apporte sur place, avec dans chaque mini-plus une reine qui est née une semaine avant, 7, 8, 9 jours avant, la reine est née et elle n'a pas encore été fécondée et elle ne s'est pas sortie parce qu'il y a une grille à reine en dessous de chaque mini-plus.
Alors, ici, les apiculteurs vont dans les ruches à mâles prélever les mâles, qu'ils mettent dans la petite boîte qui est dans les mains de l'apiculteur là-bas. Ils en prélèvent une cinquantaine de mâles pour alors aller chez l'inséminateur, qui lui, il remplit un petit tube du sperme de mâle, et puis ce tube est introduit dans le vagin de la reine. Vous voyez là-bas, on voit la reine qui est mise dans l'appareil ici. Il y a deux bruxelles, je crois qu'on appelle ça, qui écartent un petit peu le vagin de la reine, et il y a le tube avec le sperme des mâles qu'on a introduit, hop, dans le vagin de la reine. Ainsi, la reine, ben, elle est fécondée artificiellement. Elle est endormie pour faire ça, rassurez-vous. Et puis, on vient remettre la reine, vous voyez, on la remet la reine, on voit son petit dossard numéroté, là, on la met dans un petit hamac, qu'on remet dans la ruche, dans la petite ruchette. Et ainsi, quelques heures après, elle va se réveiller. Et comme elle aura été fécondée, elle commencera à pondre. Le lendemain ou 2 jours après, normalement, elle commence à pondre. Et ainsi, on a sélectionné les reines d'une part et les mâles d'autre part. Donc ainsi, on est sûr que la descendance de cette reine-là sera de la race que l'on a choisie. Et donc, c'est une opération intéressante à faire pour ceux qui veulent avoir des reines fécondées artificiellement. On passe au mois d'août. Eh bien, je vous ai dit que les récoltes étaient terminées. Ben, chez moi, ce n'est pas terminé, parce qu'au mois d'août, j'ai encore découvert un endroit où il y a plein de miel de bruyère. Il y a des réserves naturelles de bruyère en campine. Et donc, c'est là que je mets mes ruches pour avoir encore du miel de bruyère. Alors, qu'est-ce qui se passe en août? La colonie décroît encore. Elle passe de 50 000 à 30 000 abeilles. C'est le moment de traiter contre la varroise, maladie des abeilles, et de bien vérifier s'il y a assez de provisions pour passer l'hiver. On entretient aussi son rucher à ce moment-là, pas oublier de temps en temps. Alors, regardez ici, c'est une photo où on voit la récolte de housses. Donc ici, on retire 4 housses. Mais sur le corps de ruche, il y a un chasse-abeille. Et puis, il y a 4 housses au-dessus. Alors, qu'est-ce que les apiculteurs font? Ils ont retiré toutes les housses à miel et puis ils arrivent dans le chasse-abeilles. Toutes les abeilles qui étaient dans les housses sont descendues dans le corps de ruche. Donc, il y a plein d'abeilles dans le corps de ruche et en dessous, dans le chasse-abeilles. Et donc, toutes ces abeilles-là, elles vont être coincées dans un corps de ruche. C'est le moment idéal pour faire de nouvelles ruchettes. Toutes ces abeilles-là, vous pouvez les secouer dans une ruchette. Vous avez mis déjà des cadres bâtis, parce qu'au mois d'août, les abeilles ne construisent presque plus. Donc, hop, on secoue les abeilles là-dedans, on met une reine, et hop, on a une nouvelle ruchette. Et toutes ces abeilles-là qui sont des vieilles abeilles, qui probablement mourront avant l'hiver, eh bien, elles serviront encore pour faire démarrer une nouvelle ruchette au mois d'août. Bon, c'est aussi le moment des récoltes. Le moment des récoltes, c'est un super moment, très chouette. C'est le moment d'inviter vos amis, vos parents à vous donner un petit coup de main pour faire ça, ils seront tout contents de découvrir votre métier. Ils repartiront avec un petit pot de miel, mais enfin bon, ils vont donner un petit coup de main. Et donc, c'est vraiment un chouette moment à faire ensemble. Vous voyez le sourire de l'apicultrice, là, tout contente de son miel. Alors, au mois d'août, je vous ai dit qu'on commence à traiter les ruches avec des produits chimiques pour essayer de lutter contre le varroise. Mais j'essaye de plus en plus d'éviter les produits chimiques et d'utiliser des systèmes qu'on appelle techniques. En fait, ici, j'utilise les cages MENA. Ce sont des grandes cages qui sont aussi grandes qu'un cadre et qui contiennent 2 grilles à reines, une de chaque côté. Ici, vous en avez 2 cages, une qui est couchée, une qui est verticale, pour vous montrer comment c'est. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'introduis ma reine dans cette cage. La reine est coincée, il y a une grille à reine devant et derrière, elle ne sait plus sortir. Mais les abeilles sont fines, elles passent sans problème à travers et elles savent communiquer avec leur reine. Je mets cette cage au milieu de la ruche, entre les autres cadres, pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, la reine est coincée là, elle ne sait plus pondre. Donc, dans la ruche, toutes les larves
qui étaient pondues les jours précédents, eh ben, elles sont toutes nées. Et les varroas, c'est un petit parasite qui vit sur les abeilles. Lui, pour se reproduire, il se cache dans les cellules fermées des larves d'abeilles. Mais comme ici, il y a 3 semaines que la reine n'a plus pondu, il n'y a plus de larves qui vont se perculer. Donc, les varrois ne savent plus se cacher dans les cellules et ils sont tous sur les abeilles. On appelle ça, ce sont des varrois phorétiques, parce qu'ils sont sur des larves. Ils sont sur des abeilles adultes. Et donc, c'est le moment idéal pour traiter avec des produits beaucoup moins forts que les autres produits chimiques qu'on utilise. Donc, seulement traiter avec des acides oxaliques, par exemple, c'est idéal. Donc voilà, je vous explique un petit peu ce que je fais là-bas. Et donc voilà, là c'est de l'oxuvert, c'est de l'acide oxalique, c'est un produit suisse. Sinon, il y a aussi de la pibioxale, qui est un produit italien qu'on utilise pour mettre dans les ruches. Et là, ben voilà, c'est un de mes amis Damien qui a ses ruches avec moi dans une réserve naturelle de bruyère en camping. La bruyère, c'est un miel très particulier, très difficile à extraire. Il est comme gelé dans les cellules. Et pour extraire ce miel-là, il faut vraiment quasiment casser tous les cadres pour pouvoir extraire ce miel. C'est pour ça qu'il est difficile à extraire et qu'il coûte plus cher que les autres. Mais par contre, ce qui est très original, c'est que les abeilles qui vont sur la bruyère, elles remplissent d'abord le corps de ruche et puis elles remplissent les ruches. Donc, toutes mes ruches qui rentrent de la bruyère, je ne dois plus les nourrir, celles-là sont blindées, pleines de provisions en dessous. Par contre, toutes mes autres ruches, il faut que je surveille et bien souvent, elles n'ont pas assez de provisions, il faut que je complète. Septembre, ben, pas fini, hein. La bruyère est encore là, ça dure presque 2 mois la bruyère. Et la colonie, elle descend encore, on a plus de 25 000 abeilles dans la colonie, c'est le moment de songer à la mettre en hivernage. Ça veut dire de leur donner assez de provisions pour passer l'hiver. Alors voilà comment on fait. On a d'abord visité la ruche pour voir combien de provisions il y avait dans la ruche et on complète avec du sirop que l'on met au-dessus de la ruche et les abeilles iront boire ce sirop et le mettront comme si c'était du miel dans le corps de ruche. C'est un travail qui est fort usant pour les abeilles. Donc, il faut faire ça avant le 15 septembre. Parce que si vous faites ça plus tard, ce sont vos abeilles qui sont destinées à passer l'hiver, qui vont devoir faire ce travail-là. Elles vont être usées avant de passer l'hiver. Donc moi, je préfère user mes abeilles d'été qui, de toute façon, vont mourir dans 1 mois pour faire ce travail-là. Et les jeunes abeilles qui vont naître ne seront pas crevées par ce travail-là dans la suite. Donc, il faut retenir, essayer de nourrir vos ruches avant le 15 septembre. Ah, là, j'ai des drôles d'abeilles. Vous voyez, ce sont des guêpes. Vous voyez ça, une ruche, vous pouvez être sûr qu'il y a un problème à la ruche là-bas. Colonie très faible, il n'y a plus d'abeilles. Et c'est aussi le moment, tout doucement, on arrive en hiver, de vendre votre miel. Alors, en temps normal, il y a des marchés, etc. Il y a des endroits où on peut vendre son miel. L'idéal, c'est de vendre votre miel avec une ruche vitrée. Vous avez une ruche vitrée à côté de votre miel, vous vendez 2 fois plus. Il n'y a pas un gosse qui passe. Oh, maman, des abeilles, vous venez voir, vous montrez les abeilles, et après vous baratinez pour le miel, et c'est parti. En octobre, eh bien, en octobre, c'est les pommes qui ont les arbres fruitiers qui ont été pollinisés au mois d'avril, portent des fruits. Donc, c'est le moment de récolter peut-être les pommes. Ici, ce qui fleurit à ce moment-là, c'est aussi le lierre. Le lierre commence à fleurir déjà assez bien en arrière-saison. Et la colonie diminue encore un petit peu. On passe à 20 000 abeilles et il faut commencer à laisser nos abeilles tranquilles. C'est le moment de récolter les pommes. Chez moi, j'ai un de mes voisins qui a pas mal de pommiers et il sait que c'est grâce à mes abeilles qu'il a plein de pommes. Du coup, on se met ensemble, on ramasse, on va déjà ramasser 6 tonnes de miel, 6 tonnes de pommes, pardon. Et avec ça, on fait quelques milliers de bouteilles de jus de pomme. En novembre, là, ce n'est pas vraiment de récolte qu'on fait, c'est le moment de planter. C'est le moment idéal
à Sainte-Catherine, tout bois prend racine. C'est le moment de planter de nouvelles plantes mellifères, des petits fruits, etc. Pensez à vos abeilles pour l'année suivante. La colonie diminue encore. 15 000 abeilles. On laisse les colonies tranquilles. Et vous voyez une photo qui a été prise au mois de novembre. On voit bien que la colonie est en grappe. Il fait probablement assez froid. La colonie est tout en grappe, à un seul endroit de la ruche. Et la reine pond probablement encore un tout petit peu, mais là où est la grappe. C'est aussi le moment de s'occuper de votre cire. Alors, pour la petite histoire, je me suis associé avec deux autres apiculteurs, Olivier Rommel et Damien Babylon, pour acheter la fameuse machine qui est entre nous, là, qu'on a appelée le Baron. Pourquoi le Baron? Parce que c'est le que Babylon et Rommel, le Baron. On a pris sa canose initiale. Et cette machine nous sert à faire des feuilles de cire gaufrée. Donc, c'est ce qu'on met dans les ruches pour aider les abeilles à construire. Alors, cet appareil, je trouve à Dinan, au Verger Mozan, chez Olivier Rommel. Et on essaye ainsi de proposer aux apiculteurs de gaufrer leur propre cire. Donc, si vous venez avec votre cire, ben évidemment, il faut venir avec 50 kg minimum. Hein. On peut faire un lot de cire à la dimension que vous voulez, avec votre cire. Il vous rend après toute votre cire gaufrée, plus le fond de cuve qui n'a pas été dégaufré, qu'on vous rend. Et ainsi, vous êtes sûr d'avoir votre propre cire qui a été gaufrée. Si vous n'avez pas 50 kg parce que vous n'avez que 2-3 ruches, ben vous pouvez vous associer au niveau d'une section apicole, par exemple, pour être sûr de travailler correctement votre cire et avoir ainsi un lot qui revient à vos dimensions. En décembre, c'est parfois plein de neige, mais la photo du saule qui est là au-dessus, je l'ai prise en décembre le mois passé. Et voyez, il y a encore un petit peu de pollen, un petit chaton avec du pollen au mois de décembre. C'est un saule que j'ai chez moi et qui fleurit presque toute l'année. Et de fait, au mois de décembre, j'ai encore des chatons avec du pollen. Donc si un jour, il y a parfois quelques belles journées au mois de décembre, ça arrive parfois les abeilles qui sortent, il y a encore un petit peu de pollen à rentrer. C'est extraordinaire dans la nature, tout ce qu'il y a comme possibilité. Voilà, la colonie descend encore jusqu'à 10 000 abeilles. C'est le moment de traiter aussi. Entre Noël et Nouvel An, on traite avec des acides. Souvent, c'est l'acide oxalique contre le varroa. Donc, c'est un traitement qui se fait par dégouttement. Donc, la grosse seringue qui est là, c'est pas marqué le bon produit dessus, mais rien. Et donc, on la remplit de cet acide oxalique liquide et on fait couler l'acide oxalique sur les abeilles. Et ça fait tomber pas mal de varroa. C'est vraiment important à faire. Ceux qui ne font pas ça, ils risquent après quelques années de perdre vraiment toute leur production. Voilà, c'est aussi le moment de faire du pain d'épices. Pourquoi pas. D'offrir du miel à toute la famille. On arrive en janvier. En janvier, ce qui fleurit, parfois, c'est déjà quelques personnages. La colonie, elle reste stable. Environ 10 000 abeilles. Elle fait la grappe, ce qui fait froid dehors. On ne dérange pas la colonie. La reine arrête sa ponte. Ça dépend. Hein. Les abeilles noires, par exemple, elles arrêtent leur ponte. Mais les buckfast, elles pondent parfois quasiment tout l'hiver. Donc ça dépend un petit peu des races d'abeilles aussi. Voilà, c'est aussi le moment de travailler à l'atelier. Ici, on fait l'encirage de corps de ruche. Donc les ruches en bois, si on les laisse à l'extérieur, le bois risque de pourrir assez rapidement. Et ici, on trempe les corps de ruche en bois dans de la cire microcristalline. Et c'est vraiment comme une friture. Hein. C'est très très chaud, c'est 150 degrés. Hein. Il faut être très prudent, mettre des gants et tout. Et qu'est-ce qui se passe en trempant le bois dans cette cire-là? L'eau qui est dans les premiers millimètres du bois s'en va et elle est remplacée par la cire microcristalline. Donc le bois est comme presque imperméabilisé et quand il sort de là, on laisse reposer un petit peu, on laisse 10 minutes dedans. La cire a un peu pris la place de l'eau qu'il y a dans le bois
et vos ruches vont ainsi très bien résister aux pluies qui vont avoir. Bon, ben, c'est un produit qui sort du pétrole. Hein. Ceux qui disent les ruches en plastique, j'en veux pas parce que ça vient du pétrole. Si vous trempez vos ruches dans l'acier microcristalline, c'est aussi du pétrole. Hein. Si vous mettez de la peinture sur vos ruches, souvent, c'est dérivé du pétrole aussi. C'est aussi le moment de gratter un petit peu vos cadres, de redresser vos fils. Les fils qu'on utilise pour les cadres devraient être des fils inox. Et ne prenez plus de fils en acier étamé, ça rouille, il faut les changer tout le temps. Les fils en inox, on peut les garder plusieurs années. Et ici, ce que la personne fait, elle redresse les fils. En fait, elle passe une petite roulette pour que le fil qui est tout droit soit un petit peu ondulé, comme on peut voir ici. Et ainsi, on redresse les fils et ils sont prêts à recevoir une nouvelle feuille de cire gaufrée. Tout le matériel en plastique, hein, les ruches en plastique, les planchers, les nourrisseurs, hop, on nettoie ça. Moi, je vous conseille la lessive Samer. Hein, c'est un très bon système. Alors ici, c'est une ruche que j'ai chez moi. C'est la sortie d'une ruche qui est dans ma miellerie. Alors, elles sortent quand elles veulent par le trou qui est dans le mur. Mais quand il y a plein de neige dehors, elles s'imaginent qu'il y a plein de lumière, qu'il y a du soleil. Les abeilles sortent. Et puis elles sortent, elles se rendent compte qu'il fait froid. Et pop, elles tombent dans la neige et hop, elles meurent là-bas, prises par le froid. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas inciter les abeilles à sortir en plein hiver, sinon elles risquent de mourir de froid dans la neige devant la ruche. Si vous avez de la neige qui est tombée sur votre planche de vol, laissez-la. La neige va empêcher les abeilles de sortir. Et quand il fera meilleur, la neige fondra et les abeilles pourront sortir. Elles savent toujours respirer parce que votre plancher est aéré et elles pourront respirer par là. Ah ben voilà le candy que je vous ai montré là tantôt. L'avantage de mes planchers, mes couvre-caves sont en plastique. L'avantage, c'est que je vois très bien où est la grappe et je peux faire alors un trou là où est la grappe pour mettre mon candy juste au-dessus de la grappe. Ainsi, les abeilles ont vraiment accès directement à ce candy. Comme le plastique est rigide, eh bien, il ne s'écrase pas, les abeilles restent toujours non écrasées pour pouvoir manger le candy. D'autres candis, style apifonda, ben, le plastique s'écrase et parfois les abeilles sont coincées dedans. Ça, c'est l'avantage de celui-ci. Mais voilà un de mes ruchers en hiver. Vous voyez qu'il y a un petit panneau qui indique mon nom et mon adresse. C'est obligatoire de mettre ça sur les ruches. Ce n'est pas obligatoire de le mettre à l'entrée, mais moi, je vous conseille vivement de le faire. Parce que un très chouette truc, c'est que tout le monde connaît mes coordonnées ainsi. Et un jour, il y a eu une ruche renversée. Est-ce que c'était par un sanglier ou par un animal ou un goth, je ne sais pas. Eh bien, il y a des marcheurs qui ont vu mon numéro de téléphone et qui m'ont téléphoné. Monsieur, il y a une ruche renversée chez vous. À tel endroit, eh bien, moi, je sais ce qui se passe dans mes ruchers, loin de chez moi, grâce au panneau et mon numéro de téléphone qui est là. Donc, c'est une obligation légale qui est très chouette à respecter parce qu'elle vous aide. Vous voyez que les ruches là-bas sont vraiment tout près d'une voie de chemin de fer. Ben, les vibrations du train n'ont jamais gêné mes colonies, donc ça n'a pas fort gêné les ruches. En hiver, voilà, on prend ces cadres, on prépare ces cadres pour qu'ils soient bien prêts pendant la bonne saison. Et donc, voilà les feuilles de cire gaufrée, le petit appareil électrique qui permet de chauffer le fil de fer pour que la feuille aille se souder dans le cadre. C'est le moment de gratter son matériel. Hein. On prend un bon couteau, on gratte partout pour que tout soit bien propre pour la saison. On passe un coup de flamme dans toutes ces ruches en bois, après avoir gratté la propolis. Hein. Les ruches en plastique, on les lave dans la lessive Samer. On trie ces cadres. Voilà un cadre qui est plein de pollen. Le pollen a été moisi. Ben, un cadre pareil, il faut liquider. Hein. Il ne faut pas mettre ça dans la ruche. Les abeilles vont devoir tout nettoyer, c'est vraiment un travail dingue pour elles. Ces cadres-là, on passe à la fonte,
On récupère la cire pour l'année suivante et on a un nouveau cadre. Voilà ma petite fondeuse à cire où je mets tous les cadres à fondre à l'intérieur. Il y a de l'eau dans le fond. Je fais bouillir l'eau par un petit réchaud à gaz qui est en dessous. Toute la vapeur d'eau fait fondre la cire. La cire coule par le gros tuyau qui sort ici, hop, dans le bac. Et je peux ainsi récupérer ma cire là-bas en dessous. C'est le moment de nettoyer ces grilles à rennes. Pour les grilles à rennes métalliques, j'ai un petit outil très intéressant qui permet de gratter ainsi la propolis entre les cadres. Et sinon, les grilles en plastique, je les trempe dans de l'eau bouillante, avec des cristaux de soude pendant quelques minutes. Et puis, ça les nettoie assez bien. Voilà. L'hiver, c'est aussi le moment de vendre son miel. Il ne faut pas le produire, c'est un travail de vendre. Mais alors, il faut en profiter pour vendre d'autres produits, quoi. Ici, on parle de la bière au miel, des coules de dinant, voilà, du pollen. Voilà. C'est le moment de poser des questions. On va finir notre année. J'espère que ça vous a intéressé. Je n'ai pas eu beaucoup de réactions parce que je ne voyais pas tout le monde, évidemment. Mais voilà, je vais peut-être laisser céder la parole à notre ami Benoît, qui a peut-être relevé quelques questions que vous avez faites ou que vous pourriez faire maintenant, éventuellement. Voilà, Benoît, tu reprends la main. Il est parti. Hein. Il est allé boire un verre. Bon, ben, je bois un verre à votre santé, alors. Oui, voilà. Merci beaucoup, Robert, pour ce magnifique exposé très, très bien illustré. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées durant l'exposé. Il y a d'abord deux questions par rapport à l'élevage. Donc, tu as expliqué que tes premiers essais artificiels, tu les faisais sans insérer ni cellule royale ni reine, puisque tu n'en avais pas encore. Oui. Et donc, il y a une question qui est pourquoi est-ce que la reine est moins bonne quand ce sont les abeilles qui font une nouvelle reine avec de jeunes larves? Pourquoi est-ce que tu dis que ces reines de début de saison sont moins bonnes que les reines les reines que tu fais pendant la C'est saison? parce que à ce moment-là, il y a deux choses. La première, c'est que les abeilles prennent vite une larve enfin, prennent plusieurs larves, hein, parce qu'il ne faut jamais qu'une seule reine. Et elles prennent plusieurs larves et probablement qu'elles prendront des larves trop âgées, qui auront déjà eu du miel et du pollen, et pas rien que de la gelée royale. Donc la nourriture de ces futures reines-là n'aura pas été idéale. En plus, à ce moment-là de l'année, il n'y a pas énormément de mâles encore. Hein. Et donc, ces reines risquent de ne pas avoir assez de mâles pour être bien fécondées aussi. Quoi. Donc, il vaut mieux, à ce moment-là, essayer d'avoir des reines chez un éleveur ou bien faire une réserve de reines à la fin de l'année précédente pour en avoir au printemps à mettre dans ces ruches là-bas. Voilà. Très bien, merci. Une autre question sur l'élevage. Quel est quand on fait un picking, quel est généralement le taux de réussite, le taux de prise en charge des cupules par les abeilles? Oui, moi, je suis un amateur de ce côté-là, donc je ne suis pas un gros professionnel. Mais disons qu'il y a des fois que ça a réussi à 90% et des fois que c'est réussi à 0%. Voilà. Donc, parfois, j'ai raté tout mon picking. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Merci pour la réponse et merci pour ton honnêteté. Il y a un deuxième bloc de questions par rapport au traitement contre le varroa. Est-ce que tu as un avis sur le varomède? Je n'ai utilisé qu'une seule fois, donc je ne vais pas vraiment donner mon avis. Ce qui m'embête, le varomètre, c'est qu'il faut faire 3-4 fois le traitement. Et que, bon, c'est moitié acide oxalique et moitié acide formique, je crois. Donc,
Voilà, donc je n'ai pas, moi, d'avis là-dessus. L'avantage du varomètre, c'est qu'on peut le mettre un petit peu quand on veut, toute l'année. Ça, c'est un vrai avantage, quoi. Mais personnellement, je traite au mois d'août avec de la pivard ou un produit équivalent, et alors entre Noël et Nouvel An avec de l'acide oxalique. Et cette année-ci, j'ai encore commandé une vingtaine de nouvelles cages MENA pour avoir de plus en plus de cages MENA et utiliser de moins en moins ces produits un petit peu trop forts à mon goût. Ok, très bien, merci. Alors, une autre question, le cadre à mâle est-il une méthode intéressante de lutte contre le varroa? Euh, Ça aide probablement, hein. Je l'ai fait pendant toute une année. Toutes mes ruches avaient un cadre à mâle. Mais il faut être là pour enlever ce couvain de mâle. Et pour finir, on empêche les abeilles d'avoir des mâles. Euh, et j'ai déjà ouvert ce couvain de mâle et je n'ai pas trouvé énormément de varroa dans ce couvain de mâle. Donc, je ne suis pas un partisan de cette lutte-là de couvain de mâle. Ça peut aider, je pense, mais voilà. Mhm. Alors, maintenant une question par rapport à l'hivernage. Comment fais-tu pour évaluer les besoins en provision pour passer l'hiver et comment évalues-tu la quantité nécessaire pour passer l'hiver? Bonne question. Je visite mes ruches au mois d'août et je sais qu'un grand cadre d'Adam, un cadre de corps d'Adam, tout rempli, en partie de côté, c'est 4 kilos. Et donc, chaque cadre, j'évalue. Ah ben celui-là, il y a que la moitié, il y a 2 kilos. Ah, celui-là, il y a encore moins, il y a un troisième kilo. Et ainsi, je sais combien de kilos il y a dans mon corps de ruche. Alors maintenant, combien est-ce qu'il faut de kilos pour passer l'hiver? J'estime qu'il faut 2 kilos par cadre d'Adam. Donc, si c'est une ruchette qui est sur 6 cadres, eh bien, il y faut 12 kilos de provision. Si c'est une ruche d'Adam qui est sur 8 cadres, eh bien, il y faut 16 kilos de provision. Et donc, je sais combien de kilos j'ai dans la ruche, je sais combien il m'en faut. Eh bien, j'ai mon bidon de 14 kilos là et je mets à pouf, hein, à peu près 2 kilos ou 3 kilos en plus, suivant ce qu'il faut. Voilà, comme ça, je sais avoir mon quota par ruche. Très bien, merci. Alors, je prends connaissance des dernières questions qui ont été posées. À quelle fréquence visites-tu tes colonies à partir du mois d'avril? Ah. Euh, Idéalement, à partir d'avril, je le visite tous les 9 jours, disons, hein. Parce que si j'attends plus, je risque de louper des cellules royales. Mais j'ai trop de ruches. Je ne parviens pas à tenir ce rythme-là, quoi. Une fois au mois de mai, je ne parviens plus à visiter mes colonies aussi régulièrement. Et alors, bon, c'est pour ça que je fais un écrémage en espérant que ça suffise pour éviter de devoir visiter mes ruches plus souvent. Je connais des apiculteurs qui sont très méticuleux et qui visitent systématiquement, toutes les semaines, tous les samedis. Hop, il y avait 70 ruches, c'est Jean-Paul de Monceau, avec un copain. Tous les samedis, on visite les 70 ruches. Hop. Et comme ça, on visite toute la cellule royale pour toutes les détruire, pour être certain qu'il n'y ait pas de, pas d'élevage de reines, quoi. Mais il faut être libre tous les samedis, enfin, ces jours-là, il faut être très régulier. Et donc, moi, j'essaye de faire ça au début de la saison, et puis fin avril, c'est plus possible, j'ai trop de ruches, j'ai trop de trucs à gérer, et tant pis, quoi. Voilà. Mhm. Très bien, merci. Alors, une question ici. Qu'est-ce que vous pensez de la récolte avec un pressoir à miel? Je n'ai jamais essayé, Voilà. donc je ne vais pas te donner d'éléments. Ok. Juste te dire que c'est probablement intéressant pour ceux qui ont des ruches, des ruches moirées, quoi, qui elles préfèrent avoir, pas moi, récupérer complètement, enfin, retirer le miel à partir des rayons. Mhm.
c'est comme on faisait il y a 200 ans, on faisait comme ça. Hein. Maintenant, on a trouvé les extracteurs. Enfin bon. Voilà. Alors, merci. Alors, une autre question. Si on secoue toutes les abeilles d'une ruche bourdonneuse, n'y a-t-il pas un risque que les abeilles pondeuses, se considèrent comme des mini-reines et donc ne tuent la reine qui est dans la ruche accueillante? Eh bien, il y a très peu de chance. Parce que d'abord, on les secoue à quelques mètres du rucher et les abeilles pondeuses sont souvent plus grosses que les autres, donc elles vont tomber par terre, elles ne vont peut-être pas avoir la force de retourner là où elles habitaient. Et puis, les ruches d'à côté, elles sont bien organisées. Il y a une reine, tout le monde travaille correctement, et s'il y a des abeilles qui viennent avec plein de miel, elles vont pouvoir revenir. Si c'est une ouvrière pondeuse, elle va directement se faire agresser par les gardiennes et compagnie et elles ne vont pas être acceptées. Donc, je pense que l'organisation d'une ruche correcte à côté va empêcher les ouvrières pondeuses de venir. Je n'ai en tout cas jamais eu le cas d'ouvrières pondeuses qui venaient bousiller les reines d'à côté. Je n'ai jamais eu le cas. Très bien, merci. Et alors, une dernière question que je vois dans le chat. Est-ce que tu fais l'équilibrage au printemps et est-ce que tu fais un classement de tes ruches faibles, moyennes, fortes? Oui, hein, puisque je visite toutes mes ruches, je sais celles qui sont faibles, hein, moyennes et fortes. Et alors, donc les fortes, elles iront en pollinisation. Les moyennes, eh bien, restent comme ça. Et les faibles, elles sont renforcées par les cadres que j'extrais à celles qui sont fortes. Si vraiment c'est trop faible, je liquide ou je réunis deux ou trois colonies ensemble. Voilà. Donc oui, je fais un équilibrage parce que laisser une colonie faible au printemps, ça ne sert à rien. Hein. C'est de s'occuper d'une ruche qui ne va rien donner. Ce n'est pas intéressant. Tout à fait. Alors, encore une question intéressante. À quelle fréquence, à quelle cadence faut-il changer les rennes? Ah, tu vas poser la question à 10 apiculteurs, tu risques d'avoir 10 réponses différentes. Enfin bon, personnellement, je les garde assez longtemps. Et c'est souvent elles qui décident de partir avant que j'ai le temps de les liquider. Donc souvent, je garde mes ruches 2 ans, mes reines 2 ans. La troisième année, je me pose des questions. Ou bien c'est une très bonne que je garde, ou bien je liquide après 3 ans. Mais c'est rare que mes colonies gardent leurs reines les mêmes 3 ans. Donc souvent, c'est elles-mêmes qui décident de changer la reine. Très bien. Alors, une question de Noah. Est-ce que tu garderais une colonie qui reste petite au long de la... non, pardon. Est-ce que tu garderais une colonie qui reste petite au cours de la saison, pas trop productive, mais qui gère très bien le varroa? Donc, est-ce que tu préfères le miel ou Mais, la résistance contre le varroa? eh ben, écoute, je réponds franchement, moi, je ne compte pas les varroas qui tombent de mes ruches. Donc, je ne sais pas celles qui sont bien résistantes aux varroas. Et donc, forcément, je ne m'intéresse pas à ce critère-là. Par contre, j'essaye d'avoir des souches qui sont résistantes à varroa parce que je vais acheter des reines chez des bons éleveurs qui, eux, me disent, ah, celle-là, elle est bien résistante à varroa, donc j'élève avec celle-là. Mais je ne sais pas chez moi celles qui sont bien résistantes à varroa puisque je ne fais pas de contrôle. Je ne contrôle pas les chutes de varroa. Voilà. C'est une drôle de réponse peut-être, mais... C'est ton expérience. Voilà. Oui, alors donc une question par rapport de nouveau au traitement contre le varroa. Au mois d'août, mettre la cage MENA, ne va-t-il pas y avoir trop peu d'abeilles en hiver? Pas du tout. Non, non, parce que les abeilles d'hiver vont être pondues seulement en septembre, octobre encore. Hein, oui. Et en plus, c'est souvent le moment où je choisis de changer les règles. Cette année-ci, j'ai 12 cages, en 2020, j'avais 12 cages MENA que j'ai mis dans un rucher. Et j'ai changé toute la reine du rucher. Hop. Donc c'est vraiment l'occasion idéale pour changer les reines.
Donc, et ces nouvelles reines sont en pleine ponte et elles ont directement refait les populations qui vont aussi bien que les autres. Mais c'est au mois d'août que je fais ça. Hein. On ne fait pas ça. Au mois, on dit, ah, j'ai pas eu le temps au mois d'août, je ferai ça un mois après. Ah non, non. Je suis bien d'accord qu'il ne faut pas faire ça plus tard. Hein. C'est début août, il faut commencer ça. 3 semaines, donc le 20 août, hop, les reines peuvent commencer à répondre. Hein. Très bien, merci. Alors, attention, c'est en train de s'affoler là dans les questions. Donc, quelle espèce d'abeille élèves-tu? J'ai des buckfast, mais parfois je récupère des essaims dont je ne sais pas très bien l'origine. Hein. Si la colonie se tient à carreau, si je la garde bien, je la garde. Mais sinon, c'est des buckfast. Hein. Très bien, merci. Oui. Alors, une question pratique par rapport à la création d'essaims artificiels avec les abeilles du chasse-abeilles. Donc, quand on crée un essaim artificiel avec les abeilles du chasse-abeilles, est-ce qu'on peut laisser la ruchette dans le même rucher? Ben, normalement, non, parce que les butineuses vont retourner à l'emplacement précédent. Quoi. Maintenant, à ce moment-là de l'année, tu peux très bien, une colonie forte, tu la poses sur le côté et tu mets la ruchette à la place de la colonie forte. Hein. Comme ça, les butineuses de la colonie forte iront renforcer ta ruchette et puis voilà, quoi, hein, le problème résolu. Mhm. Alors, avec Mais, la cage MENA, est-ce que tu as des pertes de reines lors de la libération? eh bien, sur les 12 que j'ai fait cette année-ci, il n'y a qu'une ruche où ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, je ne savais pas, mais il y avait 2 reines dans la ruche. Alors, j'en ai engagé une, mais l'autre était restée en dehors, évidemment. Je n'avais pas vu qu'il y avait une deuxième. Quoi. Donc, c'est le seul cas où j'ai eu un problème. Mais je n'ai pas perdu de reine. D'accord, mais de toute façon, tu as changé tes reines après la J'ai changé mes libération. reines, oui, mais je les ai retirées et elles étaient vivantes. Hein. D'accord, ah oui, c'est ça, oui. Mhm. Donc, j'ai retiré mes reines qui étaient vivantes. Ces cagettes-là ont vraiment un gros avantage, c'est que la surface en contact avec les autres abeilles est très importante. Et les reines se sentent vraiment comme dans la ruche habituelle. Quoi. Donc, elle n'est pas stressée du tout par le fait qu'elle est dans une grande cage comme ça. Quoi. Je D'accord. crois que c'est mieux que les cagettes Scalvini, qui elles sont plus petites et qui laissent aussi la reine en plein milieu de la ruche, mais la reine est beaucoup plus encagée, plus confinée, comme on dit maintenant, que dans les cagettes ménage. Mhm. Bon, alors de nouveau une question très pratique. Si on n'a qu'un seul rucher, comment est-ce qu'on fait pour faire de nouvelles colonies? Bon, on craint de ruche, il faut développer un peu. Quoi. Non, mais on peut mettre les nouvelles colonies à la place donc des colonies fortes. Mais, comme ça, les butineuses vont renforcer la ruchette plutôt que la ruche. Quoi. Tu comprends ce que je veux dire hein. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, mais sinon, l'idéal, c'est d'avoir un second rucher. Hein. C'est l'occasion peut-être d'ici le printemps de faire un tour dans la région, voir où il y a des beaux endroits pour mettre des ruches. Voilà. Très bien, effectivement, c'est une belle activité à pratiquer en hiver et je m'y suis adonné avec joie les dernières semaines. Et tu as trouvé quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Il y a moyen de trouver, il faut chercher un peu. Ah, il faut beaucoup chercher, oui. Euh, Ok, alors je vais prendre une dernière question. Faut-il des autorisations pour installer un rucher? bien sûr. Euh, il y a un règlement. D'abord, il faut l'accord du propriétaire du terrain, bien entendu. Il faut être à 20 mètres des habitations voisines et des voiries. Cette distance est réduite à 10 mètres s'il y a un obstacle plein de 2 mètres de haut entre le rucher et la maison, entre le rucher et la voirie. Et alors en plus, si c'est dans une zone d'habitat, il faut faire une demande à la commune, une demande d'autorisation à la commune pour mettre des ruches.
pour mettre des ruches en zone d'habitat. C'est une zone rouge au plan de secteur, il faut faire une demande. Voilà. Voilà, très bien. Euh, Oui, alors voilà. Alors maintenant, c'est vraiment la dernière question. Donc, une question par rapport à un éventuel vandalisme. Les ruches que l'on met en place dans la nature ne risquent-elles pas d'être dégradées? Est-ce que tu as déjà eu des expériences de Oui, vandalisme? j'ai eu des expériences de vandalisme. Euh, un nouveau rucher que j'ai installé sur un terrain du port autonome. C'était le long de la Sambre. J'avais bien clôturé, j'avais l'autorisation de mettre mes ruches et tout. Mais, hop, la première semaine que mes ruches étaient là, elles étaient renversées. J'avais mis 2 ruches avec un panneau, mon nom, mon numéro de téléphone. On m'a téléphoné pour dire, monsieur, il y a 2 ruches renversées là-bas. Eh ben, j'ai remis la ruche d'aplomb. Le lendemain, c'était de nouveau renversé. Ben voilà, j'ai quitté l'emplacement. J'ai eu une seconde blague ainsi dans un bois. C'était des gosses qui manifestement avaient pris des cailloux pour jeter sur la ruche, quoi. Et de nouveau, il y avait un jogger qui était passé, qui m'a téléphoné pour me prévenir. J'ai remis la ruche d'aplomb de nouveau. La seconde fois, c'est de nouveau renversé. Ben, j'ai quitté l'emplacement. Tant pis pour l'environnement. Voilà. C'est les 2 fois où j'ai eu des problèmes. Mhm. Ok, ben voilà, merci beaucoup. Il y a plus d'autres questions. Robert, je te remercie beaucoup pour cette très très belle présentation. Merci pour tes aptitudes didactiques, ta belle préparation, les belles photos, les explications très intéressantes. Et merci à tout l'auditoire. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page Facebook par laquelle vous avez eu l'invitation. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt et bonne saison apicole. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.